Voilà. Là, il manque un peu de sel. Il se déguste comme un grand cru et fait résonner le nom de sa ville dans le monde entier. Entre Marseille et son savon, l'histoire dure depuis plus de 6 siècles. Si on va parler à chaque Marseillais, à chaque famille, il y a un lien, quelqu'un de la famille qui a travaillé dans le savon. Et ce savon, c'est la Madeleine de Proust de tous les Marseillais. Ils le prennent en main et ils nous racontent leur grand-mère, leur maison de campagne. Donc il y a un lien émotionnel très fort aussi entre l'histoire de Marseille, des Marseillais et de leur savon. Au-delà du mythe, se dessine l'histoire de toute une région. Ce petit cube indémodable raconte comment Marseille, modeste port, est devenue une grande cité industrielle, deuxième ville de France. Dans la région, des dynasties de négociants, des armateurs et des fabricants ont bâti des fortunes autour de ce savon magique, à la formule pourtant toute simple: de l'huile, de l'eau, de la soude et du sel. L'origine de cette histoire se perd dans la nuit des temps, en Syrie. Le savon d'Alep, fabriqué à base d'huile d'olive, séduisait les favorites des harems princiers pour ses propriétés antiseptiques et hydratantes époustouflantes. Les croisés l'auraient alors rapporté dans leur valise, le diffusant dans le bassin méditerranéen. Très vite, il arrive pas assez de savon d'Alep par rapport au nombre de commandes qu'on a du reste de l'Europe. Donc on se met à, bien sûr, ne pas refuser ces commandes, mais à fabriquer du savon de Marseille. Et le savon de Marseille est né sur le port de l'import-export qui s'y pratique. À l'époque, c'est à Marseille que débarquent les matières premières de ce savon miraculeux, y compris l'huile d'olive, celle de la région étant réservée à la table. La ville en devient donc le premier fabricant français dès le XVIIe siècle. Mais les contrefaçons inondent déjà le marché. Afin de protéger le vrai savon de Marseille, Louis XIV, informé de la mauvaise qualité de certains savons, fixe par un édit ses règles de fabrication. Il proscrit toute graisse animale et le savon doit être fabriqué en chaudron et dans la région. Derrière le vieux port, l'activité s'organise autour du cours Estienne-d'Orve. On peut encore y déceler les traces de ce glorieux passé, telles que les cheminées des premières fabriques dans les arrière-cours ou des places aux noms évocateurs. Les anciens arsenaux des galères servaient alors d'entrepôt aux commerçants. Aujourd'hui, bordés de cafés et de magasins en vogue, on retrouve sur cette place, avec un peu d'imagination, le décor de la vie marchande à Marseille à cette époque. Cette place, c'était la plaque tournante de la rive industrielle savon de Marseille, puisqu'ici arrivaient les huiles. Il y avait au milieu un grand canal, et les bateaux passent et posent leur cargaison sur les côtés. Et on imagine donc l'huile monter directement, être transformée dans les usines. Et une fois la matière première transformée en savon, les cargaisons repartent vers le vieux port et dans le monde entier. Les fabriques se multiplient, on en compte une 60aine et Marseille se retrouve en quasi-monopole. Cette activité fait le beurre d'une caste de négociants en huile. Pour eux, le petit cube est un moyen de valoriser leurs marchandises. À 2 pas de la place aux huiles, la place Estringent témoigne de la puissance de ces riches industriels qui, par un savant jeu d'alliances maritales, se retrouvent à la fois savonniers, négociants et armateurs. Ces grands négociants vont prendre une place très forte dans la vie économique de la ville. Ils seront fondateurs des banques, fondateurs des caisses de secours mutuels. Je pense à Jules Charleroux qui crée la caisse d'épargne. Ils vont avoir une influence sur la nomination des ministres de l'économie et des finances. Ils vont créer leur siège dans ce quartier et faire de Marseille une place forte économique ici, dans ce quartier Estringent. Face à cette effervescence, le vieux port se retrouve à l'étroit dans sa calanque originelle. Au milieu du XIXe siècle, il s'étend vers le nord. On construit des nouveaux bassins, des docks et des entrepôts
aujourd'hui reconverti en lieu de vie branché pour les Marseillais. Les fabriques de savon suivent le mouvement en quête de plus grands espaces. Dans le nord de la ville, dans le quartier Sainte-Marthe, trône la savonnerie du Fer à Cheval, la plus ancienne encore en activité, ouverte à la visite. Elle a été créée en 1856, en plein âge d'or de la savonnerie. Là, il est en train de rouler, là. Ouais. Hein? Bon, là, tu l'as bien terminé. Là, il lui manquera de mettre un poil d'eau tout à l'heure. Impeccable. Voilà. C'est une chose vivante, le savon. À l'époque, quand on faisait le savon, on le laissait sécher. Et comme à Marseille, on était réputé d'avoir le Mistral, le savon, il séchait plus vite. Le savon de Marseille est à la fois utilisé pour la consommation des ménages, mais aussi pour les activités industrielles, comme le textile. Ces deux débouchés se développent tout au long du siècle. Et là, le savon de Marseille peut être produit en de plus grandes quantités. Il peut être aussi davantage exporté vers les colonies. Le domaine colonial français s'accroît au cours de la Troisième République. On change d'échelle. On a des usines qui sont à la fois des huileries, des savonneries, des fabriques de beurre végétaux. Et donc, ça devient vraiment des ensembles industriels très performants. La fabrication de savon est un métier difficile et parfois dangereux. Mais l'œil de la bonne mère, la Vierge protectrice de la ville, veille sur les travailleurs. Si le métier a évolué et que les maîtres ne traversent plus les chaudrons sur des planches en bois, elle est toujours là pour être sûre que le savon se vende bien. Au sommet de sa gloire, le secteur du savon embauche jusqu'à 10 000 personnes. Lorsque l'activité va se mécaniser pendant la deuxième révolution industrielle, va atteindre aussi une taille très importante et on va avoir beaucoup d'emplois déqualifiés. Et à ce moment-là, on voit arriver une main-d'œuvre italienne qui peut se faire embaucher dans ces usines. Et à la toute fin du 19e siècle, début 20e, on voit aussi apparaître une main-d'œuvre algérienne. Alors cette main-d'œuvre, dès que l'usine s'installe dans le nord de Marseille, dans une zone rurale où il n'y a pas encore d'urbanisation, ou encore même plus loin dans le chenal de Caronte, comme il y en aura dans les années 1920-1930. Si on veut avoir une main-d'œuvre suffisante pour pouvoir faire fonctionner l'usine, il faut construire des logements, donc des cités ouvrières. Cette occupation du terroir, qui existe déjà au début du XIXe siècle, s'est densifiée au point de faire disparaître complètement la campagne et d'avoir un tissu urbain presque continu entre l'Estac et le port de Marseille traditionnel.